Et salut les pépettes! Nouvelle vidéo sur la session permaculture, hein, sur la grosse série. Chapitre 2, première partie, on va dire. Je crois que le titre que j'avais mis du chapitre, c'est Commencer un jardin, un potager. Bah, j'ai repris le même titre. Se lancer dans un potager en permaculture. Alors, bah, déjà, en permaculture, pourquoi? Ben, déjà, si vous êtes ici, c'est que vous aviez déjà plus ou moins une piste qui vous amenait jusque-là. Alors, pourquoi un potager d'abord? Et pourquoi en permaculture? On va d'abord voir en premier temps comment on en arrive, on va dire, à vouloir être devant cette vidéo en permaculture. Vous verrez qu'il y a différents profils on va dire, profils psychologiques, des approches philosophiques différentes, on va dire, qui peuvent vous avoir amené ici. Donc, on va connaître un petit peu la communauté, savoir quel genre d'uluberlu, comme dans mon style, vous allez fréquenter. Hein, pas que, il y a aussi des gens très bien, beaucoup. Et donc, ben, voir pourquoi on en arrive à avoir la permaculture. Et pourquoi un potager comme on en voit partout en permaculture? Pourquoi tout le monde veut un potager, qu'on habite dans un petit appartement avec balcon, et cetera? C'est quoi la logique derrière? Et puis, ben, on va aussi, enfin, on va hein, encore une fois, mais on est toujours plusieurs là-dedans, et aborder, ben, le titre, hein, c'est quand même se lancer dans un jardin en potager, dans un potager en permaculture. C'est ben, se lancer, c'est vraiment le truc du pourquoi. Et ben, quelques conseils pour commencer, pour démarrer. Et puis, bon, je vais pas rentrer dans des cas pratiques non plus, parce que si vous êtes passé par le sommaire, vous avez sans doute pu voir que c'est prévu. Mais ouais, déjà savoir d'où qu'on vient, toujours, et où qu'on va. Voilà. Tout ça juste après le jingle. Et donc, du coup, première partie, on disait qu'on allait voir un peu d'où qu'on vient. Donc, la permaculture, hein, je fais toujours ma petite pub, c'est gratuit, hein, je touche rien. Le livre, on me l'a offert, mais il a été acheté au départ. Voilà, c'est toujours ce petit bouquin qui est bien foutu, hein, de Julie Bernier, aux éditions Solar, Permaculture, le manuel pour un jardin vivant et productif. Voilà, je fais ça pour être et d'une part reconnaissant. J'ai eu vite fait un contact sur Messenger. Je pense plus que c'est une boîte automatique qui m'a répondu, mais bon voilà. Avec, j'allais dire le billet vert, non, ça c'est un autre groupe que je suis, c'est plus une chaîne sur YouTube. Ça me reviendra le nom du groupe Facebook. Et donc, bah, elle, son approche, elle vient à l'origine, elle avait déjà publié un bouquin, c'est une sensibilité qu'elle a au niveau de l'écologie, ça c'est sûr, mais une approche zéro déchet, hein, tout ce qui est recyclage, upcycling. Alors, c'est pas que du recyclage, c'est du détournement d'objets, c'est des trucs comme ça. Tout ce qui est bah, au niveau alimentaire, récupération des épluchures et tout ça, revalorisation des fans de carottes, enfin, tout plein de choses intéressantes sur le zéro déchet. Moi, de mon côté, je ne l'ai pas encore caché, à ce que je sache. Je crois que déjà dans la première vidéo du premier chapitre, j'en parle aussi. Moi, mon arrivée dans le monde de la permaculture et du potager, c'est d'abord dans le potager, c'était une nécessité économique. Euh, les pépettes, voilà. En étant parents, tous les deux en stage, donc en formation, en alternance à l'époque, on touchait un SMIC complet pour nous deux. Le SMIC de l'époque, il y a 23, 24 ans en arrière. Voilà, bien. Donc à un moment donné, on avait la chance d'avoir un petit coin de terrain, donc on a commencé à faire pousser des légumes et bah, on y a pris goût, hein, même si ça ne suffisait pas pour joindre les deux bouts, hein. À l'époque, voilà, c'était une vie assez compliquée. Bah, ça a aidé grandement quand même, hein. D'abord ne plus acheter de produits tout transformés, acheter le plus de produits frais, et on faisait les transformations nous-mêmes, parce que d'un point de vue économique, déjà on s'y retrouvait. Et bah, moins on achetait de produits frais, plus on les produisait, hein, et moins c'était cher encore, forcément.
mais il y a toujours une part d'énergie, une part de temps à investir. Donc déjà, on avait intellectualisé un petit peu comment fonctionnait le monde, hein. C'est du temps, de l'énergie, de l'argent, et tout ça, en fait, c'est la même chose. Et c'est bien imbriqué, à ceci près que l'énergie dépensée n'a pas de retour en arrière, et le temps dépensé n'a pas de retour en arrière. L'argent, ça va, ça vient. Et quand ça vient, ça va. Et bref, c'était une vie un peu tendue, on va dire, au niveau financier, mais justement, on arrivait à survivre jusqu'à aujourd'hui, donc c'est qu'on est retombé sur nos pattes, hein, ça nous a bien aidé quand même. Et après, d'autres approches qui peuvent être tout simplement, je fais un potager conventionnel. Hein, ça fait des années que je fais mon potager en conventionnel, que tous les ans je sors mon motoculteur ou la bêche. Je laboure, je laboure, je laboure. Je mettais de l'algoflash, je mettais du Roundup, je mettais tout ce qui allait bien et j'avais des bons gros légumes. Et t'en tires un plaisir top. Et je suis d'accord avec toi, t'as bien raison. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis, bah, d'un coup d'un seul, tu vas au magasin et on t'apprend que tu n'as plus le droit de prendre tous tes produits qui font que ça marche bien. Je compatis. J'ai pas connu ce stress-là, j'avais déjà plus ou moins été converti avant moi. Mais bah, du coup, tu essayes des méthodes bio, naturelles et tout ça, et à un moment donné, en te baladant sur les réseaux sociaux, tu es tombé sur mon permaculture. Tu t'es dit que ces trucs-là bizarres étaient arrivés devant cette vidéo. Et bienvenue, parce que franchement, il y a une autre vidéo qui s'appellera, qui tournera sur le changement, justement, sur l'accompagnement au changement d'habitude, au changement de règles, hein, on va dire, parce que bah, c'est pas tout à fait. C'est le même jeu, mais ouais, les règles sont un petit peu différentes. Et puis après, comme profil, ben, tu peux venir aussi de la collapsologie, donc de l'éco-anxiété. C'est souvent une étape que je croise chez les gens qui ont vu défiler les travaux soit de Pablo Servigne, soit de comment il s'appelle, Arthur Keller, soit Jean-Marc Jancovici, ou ben, moi-même, hein, des fois j'en parle un petit peu de l'effondrement systémique, hein, mais en fait tu vois qu'on est dans que tous les systèmes qui font tourner le monde aujourd'hui, en gros, tous les piliers qui font tenir le monde sont interdépendants. Si tu as le pilier économique qui se casse la margoulette, tu finances plus l'énergie, donc plus le transport, donc plus la nourriture, plus rien. L'économie se casse la gueule, tu vois, des cercles vicieux qui peuvent très très vite se mettre en place. Et en général, il y a un temps de... On parle de temps de digestion, moi j'aime bien parler de temps de compostage de l'information qui est certes angoissante, hein, ça fait déjà un petit bout de temps que c'est en route. Donc c'est un peu comme la fois où tu apprends que ce que tu manges, c'est plein de colorants chimiques et que tu décides du jour au lendemain de plus en manger. Bon, ben, ça fait déjà des années que tu en as ingurgité, c'est pas un petit bonbon près, plus ou moins, qui changera la donne. Lever le pied, encore une fois, hein, c'est quand même mieux, hein, j'ai des trucs qui sont pas forcément bons pour la santé à grande échelle, que ce soit le café, que ce soit la cigarette, enfin voilà. Moins on consomme de poison, mieux on se porte, hein, en règle générale, et plus on consomme de nourriture, d'oxygène, d'eau, qu'on dort et qu'on élimine, plus en général on est en bonne santé. En général, hein, il faut faire attention à ce qu'on se met dans le corps quand même. Mais la planète, c'est pareil. Ce qu'on lui met dans la tête, il y a des trucs où elle peut digérer, mais ça lui prend un temps, hein. Le compostage, ça prend un certain temps. Le CO2 qu'on balance dans l'atmosphère, ça prend un certain temps à être digéré, etc., à retourner à ses sources. Et ben, en fait, au bout d'un moment, on s'est rendu compte qu'on avait mis tous les boutons au taquet, on en voit bien plus que ça s'est digéré. Donc les cycles de l'eau, enfin voilà, il y a au moins 6 limites planétaires sur 9 qui sont atteints, voire 7 le jour où on se sera mis d'accord sur comment on calcule la pollution de l'air. Et il y en a encore une huitième qui est vraiment la limite. Elle est encore en dessous de la limite, mais elle est sur 9. Voilà. Donc oui, en effet, la collapsologie, c'est pas totalement déconnant. Après, ça veut dire que ça va s'effondrer, c'est sûr. Est-ce que ça va se produire de mon vivant? Est-ce que ça va se produire de votre vivant si vous êtes plus jeune que moi et que vous mourrez peut-être plus vieux que moi? Je n'ai pas de boule de cristal, aucune garantie. Mais au cas où, va basculer sur un système d'autonomie, pas forcément, mais de rendre une situation pérenne où tu peux remplir tes 5 besoins physiologiques que j'ai nommés tout à l'heure, qui étaient manger, boire, respirer, dormir et éliminer, à partir du moment où tu n'as pas le stress de te demander comment tu vas faire demain pour manger, comment tu vas faire après-demain pour respirer d'un air pas pollué, te reposer parce qu'il ne fait pas 50 degrés et bien dormir. Et pouvoir éliminer, ben, peut-être déjà penser au cycle de l'eau, à tirer de moins en moins la chasse, et se trouver des solutions
peut-être un peu plus intelligente, sans forcément perdre le confort de tirer une chasse, hein, mais peut-être arrêter de le faire dans de l'eau potable, juste, déjà, peut-être, hein, c'est une idée comme ça. Mais voilà, il y a plein de choses qui te font arriver vers un mode de pensée en permaculture quand tu viens de la collapsologie ou de l'étude énergétique, enfin voilà, de ce truc-là, c'est un gros mot, ça encore. Mais souvent, tu atterris dans un jardin en permaculture aussi. Voilà, donc c'est pas une liste exhaustive, hein, je crois que j'ai fait le tour à peu près de tous les modes de pensée qui nous amènent à vouloir bah, déjà arriver dans une philosophie, prise de conscience. Ouais. Pierre Rabhi avait tendance à plutôt dire élever les consciences. Non, j'aime pas le système élevé parce que ça veut dire on est au-dessus du lot. Hein, ça veut dire se prendre un peu la tête et non, c'est pas. Pour moi, voilà, il y a une prise de conscience, une claque qu'on peut se prendre dans la tête ou pas, selon comment on l'apprend tôt, comment on est foutu, câblé à l'intérieur. Hein. Et puis, quoi qu'il advienne, la permaculture répond à tous les profils, c'est ça que je voulais dire. C'est que quel que soit le profil duquel on vient, c'est super pratique pour moi, hein, qui vous vend de la permaculture, c'est que ça correspond à tout le monde. Ne serait-ce que le simple petit, allez, je vais être insultant, mais pas plus que ça. Le bobo, c'est voilà, l'image d'Épinal du bobo parisien qui arrive à la campagne et qui veut se faire. Eh ben, il est bienvenu parce que il va manquer de bras hein, au niveau faire de la croûte dans quelques années d'ici là, ça c'est une certitude. En France, en ordre de grandeur, je crois que c'est dans 5 ans, la moitié des fermiers aujourd'hui vont partir en retraite et il n'y a personne pour les remplacer. Alors, j'avale un petit peu difficilement la salive, c'est surjoué, hein, parce que moi je me pose pas la question de comment je vais manger. Mais je pense aux gens qui sont enfermés dans les villes, qui dépendent de livraisons bien chargé, que ce soit en fret sur chemin routier ou voie ferroviaire ou aviation et tout ce que tu veux. Et je suis content de vivre à la campagne. Voilà. Donc, ouais, non, la permaculture, c'est dans le nom, en fait, ça a été construit pour ça, c'est permanence. C'est déjà s'assurer, s'enlever un stress et ben ouais, c'est une corde de sécurité, quoi. Donc, ouais, la réponse à tout, c'est la permaculture. Après, c'est pas un dogme, c'est pas un truc, c'est pas une recette à appliquer. Ça, encore une fois, c'est adaptable à tout le monde. Hein. Donc, on est tous différents, ça, c'est une certitude. Et on a tous un vécu, une approche différente, une philosophie différente, j'aime bien ce mot-là. Et ouais, c'est ça qui est bien avec la permaculture, c'est que c'est toi, le centre de ton système. Tout part de toi. Et par système de cercle concentrique, les choses dont tu as le plus besoin, ça fait partie du design. On en reviendra, il y aura une vidéo aussi sur le design et une autre spécifiquement sur le zonage. Mais c'est du 5S en industrie, on appelle ça. Hein. Alors, je ne sortirai plus par cœur, j'ai pas pris de notes. Hein, je regarde souvent par là parce que c'est là où il y a la fenêtre. Je regarde les arbres bouger, il y a un peu de vent. Et, et puis des fois, il y a un écureuil qui passe ou un petit oiseau. Donc j'aime bien. Et ouais, donc les 5S, en gros, c'est un système d'organisation. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en gros, tu organises, tu planifies ton ton plan de travail, on va dire, hein, ton atelier, ta tenue vestimentaire avec les outils que tu as besoin le plus proche de toi, ceux qui servent le plus souvent, le plus loin de toi, ceux qui servent le moins souvent, et à la poubelle, ce qui ne sert jamais. En gros, c'est ça le truc. Mais dans ce système d'organisation-là, tu prévois aussi une mise à jour régulièrement avec des réunions, des temps de réflexion, des brainstorming, des trucs comme ça pour voir comment toujours améliorer à petits pas. Ça fait aussi partie. C'est un autre terme japonais que lui je connais bien par cœur, par contre, c'est le kaizen. C'est l'amélioration un petit pas en continu. Et ça, c'est un des principes aussi de la permaculture. C'est vraiment très, très lié. Hein. Quand je parle de. Moi, je viens du monde de la qualité et la permaculture. Il y a beaucoup de choses qui, dans le monde de la qualité, viennent de chez Toyota, pour ne pas les nommer. C'est Monsieur Doyona, il y a quelques temps en arrière, qui a inventé la plupart des outils qu'on utilise en ce qu'on appelle la qualité en Occident. Et à l'époque, c'était une usine de. Son père tenait une usine de métier, enfin, ils avaient des métiers à tisser. Et c'est pareil, ils amélioraient. C'est de la philosophie japonaise, hein, de l'amélioration continue à petits pas.
des petites actions qui ont un grand effet dans le futur. C'est un des énoncés traduits, on va dire, des principes de la permaculture. Autre vidéo à venir. Ce sera là-haut, peut-être, si j'y pense le jour où la vidéo sort, mettre le lien. Dans la permaculture, voilà, tu as ces principes. Donc les 5 S, c'est pareil, hein, c'est des trucs. Et à la base, la permaculture, ça a été inventé par Bill Mollison et David Holmgren. Je regardais mon bouquin, mais non, il est en dessous. C'est le volume 1. Qui sont d'abord inspirés de Masabu Fukuoka, qui lui-même est japonais et a plus ou moins été l'inventeur de l'agriculture naturelle. L'inventeur étant le guillemets, parce que s'il doit y avoir un inventeur, c'est la nature elle-même, bien entendu. Mais voilà, c'est réapproprié, on va réapproprier ce qui se passe dans la nature pour essayer d'optimiser ce qui se fait dans la permaculture aussi. Et on va passer tout de suite à la partie numéro 2, parce que ça fait déjà un bon quart d'heure que je vous tiens la grappe. Même si je passerai un petit peu en accéléré, ce sera peut-être un peu plus court pour vous. Et voir comment on se lance dans un potager en permaculture. Mais alors, très vite fait, hein, je vous parlais des principes de permaculture. Et je ne vais pas tous vous les faire hein, sur la vidéo, il y aura une vidéo spécifique et ils reviendront assez régulièrement. Donc quand cette vidéo sortira, ce sera peut-être bien la prochaine que j'ai enregistrée. Je crois que je ne l'ai pas mise dans le sommaire, mais je vais corriger ça. La vidéo bien spécifique sur les principes, elle va commencer par le premier de tous, qui est observer et interagir. C'est la priorité numéro 1. Quand on acquiert un terrain, quand on emménage quelque part, que ce soit un appartement ou avec ou sans balcon, ou un grand terrain comme chez moi, ou tout ce qu'il y a entre les deux, voire plus grand, si on se lance dans le maraîchage. Là, c'est un petit peu hors sujet par rapport au potager. Là, je vise plus le monde du particulier hein, que le monde de production régionale. Je parle régional, le quartier, la commune, hein, ça dépend après la taille. Mais déjà, mon petit niveau de potager, ouais, je fais profiter autour de moi. Et comment on commence? Observer et interagir. Ça va déjà être, dans un premier temps, voir un peu les points forts et les points faibles, on va dire, hein, les avantages et les inconvénients de tous les choix qui s'offrent à nous. Et dans un premier temps, déjà, une plante, entre autres, c'est une usine à produire de l'oxygène par le biais de la photosynthèse. Donc, suivant les plantes qu'on va vouloir faire pousser, elles vont avoir besoin d'une exposition plus ou moins importante de lumière, un nombre d'heures aussi sur l'année. Donc, et la puissance et la durée hein, qui vont jouer. Et chaque plante a des puissances et des durées plus ou moins différentes selon ce qu'elles vont produire comme fruits ou légumes ou feuilles ou racines. Et ça, c'est important de déjà bien repérer la course du soleil. Et pas qu'une journée. Parce que le soleil, quand on passe du solstice d'hiver au solstice d'été, il a tendance à aller de plus en plus haut dans le ciel. Et l'inverse, quand on vient du solstice d'été jusqu'au solstice d'hiver, il a tendance à redescendre. Et les ombres, elles ont tendance à bouger aussi. Donc bien observer et se projeter la position du soleil, ou mentalement, ou avec du matériel. On se renseigne sur sa latitude, sa longitude, quelle est la position du soleil au solstice d'été, et entre quel axe et quel axe à midi il peut se trouver. Et puis s'imaginer la course du soleil entre ce petit croissant que vous pouvez dessiner mentalement ou pas dans votre ciel. Hein, si vous êtes un adepte du dessin, vous pouvez le faire. Ça peut être très sympa de vous projeter en 3D votre jardin et de calculer la position des ombres et de faire une image vue de dessus. Hein, assisté par informatique, ça se fait très bien. Et voir les vents dominants, si vous êtes en extérieur, voir les zones où il y a plus de chaleur, plus de fraîcheur, voir les points où ça peut geler, les gelées tardives, etc. Où est-ce que des fois il y a des petits défauts plats où le matin le vent passe pas, le soleil ne passe pas au travers. Il y a toujours des petits points où ça reste plus gelé plus longtemps. Ça peut être un avantage ou un inconvénient selon ce qu'on veut faire pousser ou pas. Donc repérer tous ces points-là, c'est vraiment la première chose à faire. Et le principe, c'est observer et interagir. Ça veut dire que si on ne veut pas ce petit coin de faux plat où le froid il reste stocké, peut-être surélever un petit peu, ou peut-être élaguer un arbre qui fait que la lumière tapera dessus, ou voilà, changer un peu, commencer un petit peu à interagir pour améliorer les choses.
Et il y a un autre principe qui dit, ben, en fait, dans le côté permanent, il faut rester dans l'objectif qu'on doit manger régulièrement. Donc, à un moment donné, il faut produire de la nourriture dans le système global, hein, ou régional, ou si on reste à sa petite échelle de petit jardinier tout seul. Et c'est un petit peu le but, hein, de faire un potager, qu'il soit en permaculture ou pas. À un moment donné, je pense que c'est pas que pour le plaisir. C'est très beau à regarder, hein, mais je pense que la plupart du temps, c'est pour manger ce qu'on produit quand même. Ou partager aux autres. C'est... Si on vient du milieu où on sait qu'on met du poison dans la terre pour faire pousser des légumes, parce que, enfin, du poison, des engrais, des machins, des trucs pas forcément très très bons pour la santé, et qu'on préfère acheter ses légumes bio et vendre, bon, c'est une philosophie à part, mais pourquoi pas. Moi, je ne pratique pas. Mais voilà, le but du jeu, à un moment donné, c'est de produire de la nourriture. Ça fait partie des principes aussi de la permaculture. Et à un moment donné, il faut créer à manger. Donc, se lancer dans le potager, c'est ça, c'est la première étape. Et je ne peux que conseiller, surtout si c'est votre tout premier potager, c'est même, je ne parle pas de ceux qui sont déjà un petit peu habitués à l'ancienne, mais c'est quand même valable, hein, pour si tu as un potager à l'ancienne, ne pas forcément tout permaculturer d'un coup d'un seul. C'est de commencer petit, ce que je disais, l'évolution en continu, à petits pas. C'est d'abord, si tu viens d'un sol qui est mort, alors j'appelle le sol mort, il y a toujours un petit peu de vivant, il y a toujours quelques bactéries, toujours un petit peu de champignons, des spores qui se sont déposés, il y a toujours un peu des graines, il y a toujours un petit peu un ver de terre par-ci par-là qui se balade, ou je ne sais quoi, ou limaces. Donc il y a un petit peu de vie quand même dans ton sol, qui a une capacité, à ce petit volume, de digérer une petite quantité de nourriture que tu vas lui apporter. Si tu as un désert labouré et que tu mets une salade, pour tout ce beau monde, tu n'as plus de salade. Si tu en mets 10, tu n'as plus de salade. Si tu en mets 100, potentiellement il t'en reste 10. Donc ce qu'il faut faire en fait, c'est, parce que quand la vie est pauvre comme ça, ce qu'il y a principalement, ce sont des prédateurs, hein, on va dire des survivors, des trucs qui savent traverser le désert et tenir. C'est souvent ceux qui, par contre, ont le plus besoin d'énergie rapidement. Et le but du jeu en permaculture, bah, entre autres, c'est de s'inspirer du vivant, hein, de la nature autour de nous. Et bah, moi, si je regarde autour de moi, à Valenciennes, si la nature, on la laisse faire sans travailler, sans rien du tout, ce qui pousse, en gros, ce qu'on appelle le climax, hein, le niveau terminal de l'équilibre, on va dire, naturel, si on n'y fait rien du tout, c'est la forêt. Et bah, dans la forêt, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une chaîne tropique, une chaîne alimentaire qui s'est mise en place, qui fait que chaque prédateur est aussi une proie. Et à un moment donné, ben, tu as des plantes qui arrivent à pousser, ça c'est prouvé, hein, je pense que je ne vais pas faire la démonstration. Ça s'appelle une forêt, il y a de la biomasse quand même, hein, a priori, ça pousse un peu plus fort que dans les petits potagers, même poussés sous engrais, si on y regarde. Bon. Et au niveau photosynthèse, c'est sympa aussi ce que ça produit quand même. Et parce que bah, plus tu as de feuilles, plus tu as de sucre qui est créé, et plus tu as de sucre qui est créé, plus tu as de carbone qui est capté, et que c'est rediffusé dans les racines, soit au travers des champignons, soit au travers des exudats racinaires qui vont nourrir les vers de terre, qui vont te faire les allers-retours, qui vont te permettre de coiffer les racines à la première pluie. Enfin, que des systèmes intelligents qui se mettent en place, intelligents par adaptation, hein. Il y a peut-être eu d'autres stratégies que la nature a développées qui n'ont pas su prendre le dessus sur ça, parce que ça, c'est ce qui se fait de plus efficace. La preuve, ça a survécu à 3,8 milliards de sélections naturelles. Donc l'intelligence, elle est... Voilà, c'est des mots qu'on emploie pour les humains, qu'on projette dans la nature, hein, c'est l'anthropomorphisme. Mais quelque part, ouais, c'est forcément un laboratoire qui est vachement plus gros que ce qu'on peut faire, nous, dans nos petits humains, là, présents depuis allez, on va être sympa, quelques millions d'années. C'est par rapport à 3,8 milliards d'années de vie d'expérience derrière nous, on ne fera jamais le poids. Donc autant s'inspirer de ce qui marche le mieux, de ce que la nature, là pour le coup je mets les guillemets, mais c'est littéralement naturellement que ça s'est fait, là il n'y a pas eu l'intervention de l'homme avant qu'on apparaisse, et bah, de mettre ça en place. Donc pour ça il faut accueillir de plus en plus de vivants, et pour ça il faut mettre de plus en plus de nourriture. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va apporter de la nourriture, de la matière organique à manger aux champignons, donc ça va être principalement des matières carbonées pour les champignons. Je synthétise rapidement, hein. Mais des carbonés, donc ça peut être du carton, du bois, de la paille, hein, pas du foin. Le foin va être carboné, mais il va aussi contenir de l'azote, qui est voilà, votre plus pour le développement bactérique. Encore une fois, c'est très résumé, c'est bien plus complexe que ça. Il y a des champignons tous les champignons ont besoin d'azote, tout le vivant a besoin d'azote et de carbone en fait, hein. Mais voilà, on va dire, dans l'absolu, les champignons vont plus consommer de carbone, ils vont plus se développer dans le carbone, et les bactéries plus se développer dans l'azote. C'est ce qui fait
un bon apport, on va dire, en matière organique. Et tout ça, ça va créer du vivant qui va pouvoir se multiplier, se multiplier. Plus tu donnes à manger, la limite, dans un vermicompost, par exemple, hein, la limite du poids de verre que tu peux produire dans un vermicompost, c'est le volume de déchets que tu arrives à y apporter à un moment donné. Donc, c'est même pas l'espace, tu vois, c'est parce que ça sort de partout quand il y en a trop. Mais bon, quand tu as des poules, c'est très très bien. Et le but du jeu, bah voilà, ça va être de créer pas forcément un vermicompost, parce que ça va être, ressembler pour moi un petit peu fort à de la monoculture. Et dans la nature, bah oui, il y a des forêts de monoculture de sapins, mais à la base, il y a peut-être une intervention humaine à un moment donné pour que ce soit comme ça. Donc, dans la vraie nature, hein, on va dire, il y a cette diversité qui fait que bah, tu vas avoir un abri différent pour différentes sortes d'animaux, avec des branches de différentes tailles pour différentes tailles de pattes, hein, de cerfs. Une terre plus ou moins meuble pour abriter des trucs qui ont besoin justement que ça se referme derrière eux pour être en sécurité, ou de trucs au contraire, la terre où elle est pas meuble du tout parce que tu as besoin de faire des galeries qui tiennent, etc. Donc voilà, plus tu vas avoir d'organisations différentes, de systèmes différents, donc de sous-systèmes différents dans son système, plus tu vas pouvoir habiter une vie diversifiée, et plus naturellement tu vas créer un équilibre. En comptant le fait que tu vas toi-même intervenir dans cet équilibre-là quand tu vas venir mettre des plantes ou des semis. Donc il faut penser que bah, s'il y a beaucoup, si tu es comme moi dans la nature, beaucoup de vivants, à développer des stratégies bah, que quand tu mets une graine dans la terre, elle pousse, donc qu'elle ne se fasse pas manger, entre autres. Ou qu'elle ne se fasse pas casser par un animal qui passe dessus. Enfin, voilà. Donc soit là c'est la stratégie que je développe le plus, mais c'est pas la seule qui consiste à contrôler la germinaison en intérieur. Donc vraiment en pouponnière, hein, j'ai envie de dire. Et une fois que tu as une plante assez costaud, de la mettre dehors. Juste suffisamment développée et de la mettre en terre. Et potentiellement lui faire ce que j'appelle une petite agression, hein, une perturbation. Ce qui fait que quand tu la sors de son pot, tu vas un petit peu abîmer les racines, donc pour équilibrer la perte de racines, pour qu'elle ne pompe pas plus qu'est-ce qu'elle ait besoin d'évaporer ou des trucs comme ça, ou qu'elle n'ait pas trop d'évaporation par rapport à ce qu'elle est capable de pomper, abîmer un peu les premières petites feuilles. Donc, les vraies feuilles pour les plantes à cotylédons. Et ça va équilibrer la chose, et puis en mettre beaucoup, parce que je sais qu'il y a du vivant dans mon terrain aujourd'hui, et que bah, j'ai beau lui donner à manger, si je te donne de la purée, de la purée tous les jours, même si ça reste des frites, même si ça reste des pommes de terre, le jour où je te donne des frites, ça te fait plaisir, quoi, tu vois, ça change un peu. Bah, c'est pareil pour eux, hein, les êtres vivants qui cohabitent dans mon jardin, avec qui je cohabite, parce qu'ils étaient, enfin ceux qui sont là aujourd'hui, je pense pas tous étaient là avant moi, mais si c'est pas eux, leurs aïeux. Et je pense que leurs descendants seront là après moi aussi. Donc voilà, faut vraiment intellectualiser le fait qu'on rentre dans le milieu naturel, on pénètre dedans, il n'y a plus cette scission nature-culture d'un côté et de l'autre. On fait partie du système soi-même. On est le prédateur numéro un des légumes qu'on produit. On est quand même, voilà. On est en concurrence avec les limaces et tout ça, mais on a besoin d'elles aussi. Et ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo sur l'apologie des limaces et des petites bébêtes à problème en règle générale. On a besoin d'eux quand même, pour qu'on n'ait pas besoin d'utiliser ces fameux pesticides auxquels de toute façon on n'a plus accès, pour ceux qui étaient encore bloqués là-dessus. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux qu'on n'en ait plus accès, parce que ben, moi aujourd'hui, je te dis, je viens d'un milieu comme ça, hein, il y a très très longtemps, mais j'ai pas envie d'y retourner. C'était fatigant, c'était plaisant et une corvée en même temps, tu vois. Que, bah là, ça fait juste partie de mon quotidien, de ma routine, comme j'ai envie de dire. Le petit déjeuner, le caca du matin, bah, y a ma petite routine où je vais aller nourrir mes poules, parce que bah, c'est leur petit déj à eux, il n'y a pas de raison. Et que potentiellement, elles vont me donner mon petit déj pour demain, ou mon déjeuner, ou mon dîner, enfin voilà. Donc je fais mon petit tour de potager, ma petite récolte avec ma petite charrette à la main, et puis tout se passe bien. C'est de temps en temps, quand j'y pense, je dégaine le téléphone portable pour capter ça. Là, j'ai pas fait de vidéo visite du potager fin octobre. Il y aura encore pas mal de trucs, hein, encore pas mal de production, mine de rien. Mais je ferai peut-être une publi, voilà, on verra. J'ai pas fait mi-octobre, je ferai peut-être ouais, pour la- la fin du mois ou début du mois de novembre. On verra, quelque chose. Peut-être l'apologie des petites bébêtes, justement. Montrer des trucs qui grouillent de partout, ça peut faire un peu Halloween. La vidéo événement, ouais. On verra. Une idée comme qui passe.
Et donc commencer petit, mais commencer petit par quoi? Bah, j'ai envie de dire, pas une butte, parce que c'est pas petit ça, c'est un gros boulot. Commencer si on veut vraiment faire, les vrais buts comme, j'entends ou je vois souvent passer sur les réseaux, les Google Culture, si ma prononciation est bonne. Google Culture, c'est il faut enterrer du bois, donc il faut creuser, il faut couper, il faut mettre du gros bois vieux. Vous amusez pas à enterrer un jeune tronc de charme que vous venez de découper, hein. Faites pas ça ou un sol ou là, ça va plus être une butte, c'est une haie que vous allez vous allez planter. Si vous voulez une haie, c'est une technique par contre super efficace, mais voilà, faut c'est pas un défaut, hein, mais ne pensez pas cultiver une butte pour faire pousser des légumes en faisant ça. Faut en fait, on pense à du vieux bois parce que ça fait un peu éponge pour garder l'humidité, pour faire moins d'arrosage et cetera. Mais non, moi je conseille de commencer très simplement, tout petit, un carré d'1 mètre sur 1 mètre. Allez, 1 m 20 sur 1 m 20 si on a des grands bras et que, voilà, on peut atteindre le milieu facilement en fait, sans il faut surtout ne pas marcher là où vous mettez à cultiver parce qu'il y a des galeries en dessous qui abritent des êtres vivants et qui font circuler l'eau et l'air qui sont indispensables au développement de vos plantes, au niveau des racines. Voilà. Si vous avez cette information-là dans votre tête, vous vous faites des chemins où vous marchez, où vous mettez des planches, où voilà, vous protégez le sol de toute compaction, quelle que soit sa forme. Si vous avez compris ça déjà, vous avez fait un gros pas dans ce que c'est un sol vivant, la culture sur un sol vivant. Et à partir du moment où bah, tu vas pas mettre du compost à plat directement sur une terre argileuse avec 2 pauvres vers de terre au mètre cube. Ça, c'est clair et net. Ça va pourrir en surface, ça va rien t'apporter la première année, si ce n'est qu'une occultation qui va empêcher les herbes locales, les graines qui sont déjà dans la terre de se développer, et pas toutes. Hein, quelques orties, quelques liserons qui justement vont se développer plus qu'autre chose, parce que pas de concurrence. Néanmoins, ça te permet de sélectionner et de tirer quand tu veux éliminer. C'est pas déconnant, mais ça, c'est juste l'effet d'occultation. Ça marche aussi bien avec une bâche en plastique, hein, j'ai envie de dire. Hein. C'est pas incompatible avec la permaculture. Si c'est une bâche en plastique que tu achètes ou que tu récupères d'un déchet et qu'elle te dure 25 ans, et qu'au bout de 25 ans, elle te resert à autre chose. Moi, je m'en sers par exemple quand je fais une mare à protéger la bâche que j'achète ou le matelas pneumatique que je récupère pour pas qu'il perce. J'utilise des vieux plastiques comme ça, je fais plusieurs couches, ça vaut un géotextile, quoi. Hein. Ça reste du plastique. Mais ça finit pas dans la mer. Ça, voilà. C'est une façon de faire qui est différente. Mais voilà, si tu veux prêter de la biodiversité, c'est pareil, les mares, ça va faire partie de ton design tôt ou tard. Mais quand tu commence pas par creuser une mare et par déposer des grosses structures géodésiques, machin, truc, non. Un petit carré d'herbes aromatiques tout autour, un truc pas bien grand, donc quand tu vas vouloir, éventuellement, selon ta région, un petit pied de tomate, un truc facile à faire pousser, juste pour comprendre par la pratique, un tout petit truc. Après, si tu te sens à l'aise, tu peux faire 2, 3 carrés comme ça, ou une rangée, un long couloir de plusieurs mètres, on va dire, avec différents légumes. Et pas, voilà, à un moment donné, il va falloir que tu abrites une zone avec du vivant et que tu fasses développer cette zone surtout là où tu veux cultiver. Donc, c'est difficile d'avoir une grande, grande production d'êtres vivants au mètre cube, j'ai envie de dire, dès la première année. Donc, la première année, c'est à peu près garanti, ça c'est quasi systématique, tu te fais laminer tout. Pour ça, tu n'as pas trop investi dans, dans tes salades et dans des trucs comme ça. Tu t'es pas ruiné dans le truc, tu t'es pas dégoûté. Que si tu fais directement un grand potager, plusieurs dizaines, centaines de mètres carrés, ça te casse et puis bah, tu te retrouves avec un terrain que tu sais plus quoi en faire. Donc tu fais pousser du gazon et puis voilà. Le fait de commencer petit, déjà d'une, il y a de fortes chances la première année, comme il n'y a pas encore d'équilibre, que les prédateurs viennent prédater, ce qu'ils font de mieux. Et si tu ne fais rien et que tu laisses faire, ton terrain, il va sentir le prédateur. Il va laisser des traces pour les oiseaux qui passent au-dessus, ils vont voir des traces de bave, de limaces et d'escargots, ils vont se dire, peut-être qu'il y a à manger dans ce coin-là. Ils vont commencer à s'installer. Donc il faut, dans la conception de ton jardin, déjà commencer à penser à abriter le vivant, des animaux principalement. Donc tu vas penser pour l'année d'après à poser des haies, des arbres, des trucs comme ça pour que les animaux puissent s'installer. Mais déjà dès la première année, tu peux y mettre des hôtels à insectes, faire des tas de pierres, des tas de branches, des tas de feuilles, mettre des petits piquets, plein de petits trucs très simples à mettre en place. L'hôtel à insectes, ça commence déjà presque, j'ai envie de dire, à devenir technologique. Hein. Il faut utiliser du clou et du marteau et du grillage. Mais il y a plein, plein, plein de trucs simples. Juste un bâton planté suffisamment haut, ça peut être
aider à poser un animal style un hibou, une chouette, voilà, si tu fais un petit perchoir, un petit thé de rien du tout pour qu'il se pose en haut, et l'animal il a qu'à se laisser tomber sur les mulots le soir, c'est nickel. Et puis plus tu as encore une fois de forme, on va dire, une fractale pour utiliser des grands mots mathématiciens, plus tu vas avoir un bout de bois avec des trous de taille différente, plus tu vas avoir d'insectes de tailles différentes qui vont y rentrer. C'est principalement, je pense, aux abeilles, hein, mais voilà, tu as plein d'autres bestioles qui vont vivre dans ces trous-là que les abeilles. Et chaque diamètre va correspondre à un animal. Pour les nichoirs, c'est pareil, pour les oiseaux, faut se renseigner, ça va vite, tu regardes les types d'oiseaux qui vivent par chez toi, ça se trouve très facilement en pianotant sur un moteur de recherche. Tu marques type d'oiseau, moi je suis de Valenciennes, donc je marque autour de Valenciennes. Et puis je fais la liste des noms d'oiseaux, hein, sans mauvais jeu de mots. Et bah, après, oiseau par oiseau, je vais sur des sites taille du nichoir, voilà, je fais une recherche, taille du nichoir pour la mésange. Allez, mésange charbonnière, mésange bleue, voilà, toutes les différentes bestioles qui peuvent vivre chez moi. Et je vais essayer de faire en sorte de pouvoir les accueillir déjà de manière artificielle. Tu vois, les chauves-souris, bah, je peux te renvoyer c'est Damien Descartes. Enfin voilà, tu vas sur YouTube, tu vas fabriquer un nichoir à chauve-souris. Je pense à Damien Descartes parce que elle a très bien foutu sa vidéo, mais voilà, il y en a plein d'autres. C'est plein de petits trucs très simples, c'est du bricolage. En plus, ça te met la main au bricolage, c'est de l'autonomisation. Avant de construire sa maison soi-même, c'est bien déjà de savoir planter un truc simple, c'est vraiment pas compliqué. J'ai envie de dire, un enfant de 10 ans qui n'a jamais tenu un marteau de sa vie, il peut le faire. Donc, ouais, c'est vraiment le niveau de base et ça te met le pied. Voilà, surtout, il faut commencer petit. Que ce soit ton apprentissage, ta découverte de la nature, commencer petit. Et donc, c'est observer et interagir. Donc là, on était sur la partie interaction et observer ce qui se passe. Parce que, bah, comme un enfant de 10 ans, on pourra en revenir à ce petit bonhomme, tu vas te tromper. Ah, pas le droit à l'échec dans notre monde, dans notre société. Non, en fait, c'est un truc génial. Se tromper, se planter. Si tu as pris le temps d'observer, de prendre des notes de ce que tu as fait et du résultat que tu as obtenu, bah, de différentes manières, mais j'ai envie de dire même la plus simple, la manière empirique, essai après essai, erreur après erreur, tu vas comprendre de toi-même. Ce que je disais, c'est aussi s'autonomiser d'où viennent tes erreurs, et tu vas apprendre. Donc tu vas évoluer. Et ton terrain, bizarrement, tu vas voir qu'il va y avoir une évolution aussi en même temps. Donc tu as un retour en plus quantifiable, j'ai envie de dire, de l'endorphine, du plaisir que tu vas en tirer. Donc prendre vraiment le temps et à la fois d'observer et d'interagir et d'observer. C'est vraiment un truc qui fait le va-et-vient. Ce principe-là, il est bien pensé, on va dire. Et à partir de là, tu vas commencer à grandir, donc tu vas pouvoir franchir des étapes supplémentaires. Donc la première année, c'est ça, tu vas commencer à créer du vivant par le biais d'un tas de compost en général, hein. Tu fais ton petit carré d'herbes aromatiques et de ce que tu veux faire pousser comme légumes, et un autre mètre carré au sol où bah, sur 1 mètre de hauteur, tu vas composter. Tu vas composter. Donc tu as ton de pelouse, tes feuilles d'arbres, des petits bouts de branches de l'année, tes épluchures du jardin, bah, voilà. Tout ça, tout ça, tout ça. Et l'année d'après, ce carré-là où tu as fait ton compost, sachant que ça va être un compost, mets pas de plastique en dessous s'il te plaît, là il faut que ça aille dans le sol en fait. Parce que déjà d'une, tous les jus de compost, s'il a plu ou n'importe quoi, ça aura enrichi le sol, donc il faut enlever ce surplus d'azote pour éviter les pollutions. Et quel est le meilleur moyen d'enlever de l'azote? Bah, c'est de faire pousser des plantes gourmandes en azote. Donc des courgettes, des solanacées, des pommes, des tomates, des pommes de terre, des aubergines, des poivrons, enfin ce genre de trucs-là, tu vois, des trucs gourmands, des choux aussi, ça aime bien l'azote. Et en plus de ça, tu vas avoir un sol vivant, donc tu vas pouvoir laisser, bah déjà tu vas avoir du compost qui est déjà sur place, ce qui n'est pas dégueu pour faire. Ça t'évite de transporter un sac et de le poser. Tu vas pouvoir utiliser une partie de ce compost pour réamender, on va dire. Donc amender, apporter de l'amendement, hein, de la nourriture, et de la structure, de la matière. Là où tu avais fait ton carré aromatique l'année d'avant, tu fais moitié-moitié, voire un tiers, parce que le troisième tiers, tu vas pouvoir continuer à refaire un troisième mètre carré. Et tu peux même le faire tout ça sur une seule bande. Et prévoir, l'année d'après, par exemple, à avoir un autre composteur. Tu peux aussi utiliser des poules pour préparer des planches, comme ça, hein. Tu as plein de façons différentes. Il n'y a pas qu'une seule technique, c'est un exemple parmi d'autres. Tu as plein d'autres façons de faire. Retiens ça juste et voilà. Et le fait de commencer petit et de s'étaler comme ça, le vivant, lui, par contre, quelle que soit la méthode que tu vas utiliser,
il va se développer en grande quantité sous ton composteur et il va pouvoir partir sur les côtés, là où tu auras rajouté du compost et de la matière organique. Là, tu vas pouvoir commencer à composter à plat parce que tu auras incorporé du vivant qui est diversifié et en quantité suffisante pour digérer. Et là, la limite de vivant que tu pourras produire, encore une fois, c'est comme dans ton vermicompost, c'est le volume de nourriture que tu vas laisser dans le sol. Donc plus tu en mets, plus tu couvres le sol, plus tu as cet effet d'operculation, hein, que vraiment tu vas cacher la lumière. Le but du jeu, d'une manière ou d'une autre, c'est moins le soleil il touche le sol, mieux ton sol il se porte, et mieux c'est bon pour la planète. Donc, point. C'est le sol, surtout quand il est riche en matière organique, s'il est frappé par les rayons UV, ça s'oxyde et ça devient du CO2. Donc, d'une, tu perds le carbone de ton sol et de deux, tu en rajoutes dans l'atmosphère. Donc, autant bien le laisser couvert avec de la matière organique fraîche, tant que faire se peut, et de la protéger, cette matière organique, vraiment par un paillage bien clair qui réverbe, qui renvoie pas de la lumière noire, enfin, qui ne va pas absorber toute la chaleur, qui va renvoyer de la lumière claire en l'air. Ça fait déjà ça en moins de chaleur accumulée sur la surface terrestre, quoi. Pour limiter si tu es sensible à l'effet de serre, par exemple. Mais c'est des choses, voilà, qui vont faire en sorte que petit à petit, tu vas, toi, faire grandir ton terrain, gagner en autonomie, parce que une fois que tu as fait ça, rien ne t'empêche l'année d'après de faire 3 composteurs et de récupérer, d'avoir capté que tout. Moi, si je prends un exemple à Caroul, c'est tous les mercredis, une semaine sur deux, tu as les déchets verts qui passent. Quand j'ai besoin de matière organique, si j'en ai pas produit assez ou si j'ai pas encore taillé mes arbres, je fais un petit tour dans le quartier avec mon chariot et je remplis ça. Et en deux, je te remplis 10 composteurs, quoi. Tout en plus, c'est avec l'avantage que je peux choisir. Je fais d'abord un tour dans le quartier, je repère les adresses où il y a tant de tonnes de pelouse, tant d'élagage, et puis dans l'élagage, je repère les essences qui me plaisent pas, ou de faire en sorte d'avoir un peu justement un mélange d'un peu de tout. Et encore une fois, plus tu mélanges de tout et plus tu as de portes de nourriture variées à ton compost, et plus tu vas avoir de bestioles d'une. Chaque bestiole va avoir une alimentation plus ou moins variée, donc elle va pouvoir se faire plaisir. Bestioles, champignons, bactéries, hein, êtres vivants, algues potentiellement, ou lichens. Voilà, la liste est loin d'être exhaustive. Et plus tu vas avoir de nourriture différente, plus potentiellement tu vas avoir d'habitants différents et nombreux. Et plus tu as ça, plus tu tends vers l'équilibre. Que là, on est encore aujourd'hui, hein, je parle on, je m'y inclus plus trop, hein, dans l'agriculture conventionnelle. On est encore dans cette culture contre la nature, où on va lutter contre les champignons, tous. En moyenne, c'est 1% des champignons qui vont être dans ton terrain qui vont être nuisibles. Et 99%, il y a des chances que dans l'eau, de ceux qui ne sont pas nuisibles, il y en a qui soient utiles, très utiles même. Donc le fait de mettre, par exemple, de la bouillie bordelaise qui contient du cuivre, ça te tue tous les champignons. À savoir que si tu fais ça contre le mildiou, c'est plus proche au niveau ADN d'une algue brune que d'un champignon. Voilà, parenthèse fermée. Ça se reproduit par sport, mais la fougère aussi, hein. Et ça a aussi une reproduction sexuée maintenant, donc il y a des souches qui s'adaptent. Quoi qu'il advienne, le mildiou, ce sera un autre problème, une autre vidéo, si j'y pense. Je crois qu'on est limité à 5. Je crois que j'ai déjà dépassé mon quota. Voilà, et il faut pas avoir peur de prendre du temps. Donc encore une fois, si tu as un potager, déjà, rien ne t'empêche de faire de la production à côté, comme tu as l'habitude plus ou moins de faire. Mais de commencer à intégrer un peu de vivant dans ton potager et de faire une espèce de tache d'huile qui va grandir. Et au fur et à mesure des choses, tu vas faire toi-même tâche d'huile dans la manière de diversifier les informations que tu vas rentrer dedans. Et tu vas commencer soit, si tu suis bien les vidéos que je vais essayer de te mettre dans. J'essaie de faire ça bien. Faire attention à ce que tu te mets dans la tête et à la manière dont tu te mets de l'information dans la tête. Et comment tu vas l'intellectualiser, hein, parce que si tu fais de la lecture scientifique, sur un truc dont tu n'es pas du tout spécialiste, ne va pas interpréter les mots qui sont utilisés. Ils ont peut-être un jargon qui ressemble un petit peu au tien, mais qui en fait veut dire deux choses complètement différentes dans ta manière de le visualiser. Donc ne te dis pas que le mec n'a rien compris et que c'est toi qui as tout compris. Ça, c'est pas bon. Ça peut arriver. Et j'en croise beaucoup, surtout quand on entend parler d'eau dynamisée, quand on entend parler de. Ça, j'en parlais dans la première vidéo très rapidement, de la biodynamie, voilà, toutes ces sciences. Dans l'autonomie, il y en a beaucoup qui vont te parler de l'autonomie médicinale. C'est dangereux, hein. On ne s'improvise pas médecin.
Les plantes sont certes naturelles, mais elles contiennent des molécules qui, selon comment tu vas les prendre, peuvent être nocives, quelles qu'elles soient. Tout est poison. Donc, c'est une question de dosage après, hein, tout est poison. Il n'y a pas, y a pas à réfléchir. L'oxygène, si tu respires trop d'oxygène, tu claques. Si tu as de l'air pur, de l'oxygène pur pendant un bon bout de temps, voilà, tu cherches pas à comprendre, c'est pas viable. Tout est poison, c'est une question de dosage. Donc l'homéopathie, voilà, ça vaut ce que ça vaut. L'arboristerie, voilà, mais faut faire gaffe. Faut pas se mettre n'importe quoi dans le corps, encore une fois. Ni dans la tête, ni dans la tuyauterie, hein. Donc bah, j'espère à travers ces vidéos qui vont suivre, si tu les regardes dans l'ordre de parution, je vais essayer de les ranger dans la playlist chapitre par chapitre. Donc là, comme c'est la deuxième vidéo que je tourne, ça devrait aller. Quand ce sera étoffé, ça ne voudra plus rien dire ce que je viens de dire. Bien. Sur ce, je répète encore et toujours, faites attention à ce que vous vous mettez dans la tête. Respectez-vous. Et à tantôt. Abonnez-vous, la cloche et tout, hein. Non mais vous regardez encore? Sérieux? Faut sortir du lit là, hein. Allez, on s'active.